Avoir un réseau, c'est ne pas mourir. Parce que même si votre société fonctionne aujourd'hui, il y aura toujours un moment, parce qu'on parle des montagnes russes émotionnelles, notamment comme entrepreneur, il y aura toujours un moment où vous aurez une déconvenue. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Si l'entrepreneuriat est souvent une aventure qui démarre en solitaire, il est vital de briser cette solitude de l'entrepreneur grâce au réseau. Accélérateur de business, il aide aussi à affronter les moments difficiles. On en parle dans cet épisode avec notre invité Adoum Djibrine Peterman, multi-entrepreneur, il fait lui-même partie de plusieurs cercles. Avec lui, nous allons voir comment développer son réseau a été décisif dans son parcours et pourquoi faire partie d'un réseau peut changer la donne pour un entrepreneur. Encore plus dans ces temps actuels. Bonjour Adoum Djibrine Peterman, j'ai bien prononcé. Oui, c'est parfait, bonjour. Tu es producteur et fondateur de Cinestaff, une société de prestations techniques pour le cinéma. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, on s'est pas trompé. C'est bien toi alors. Alors bienvenue. Tout d'abord, j'aimerais savoir, moi, ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Tout d'abord, donc, je vais commencer par rapport à ma voix, je vais la caler. Et ça me permet de faire d'expliquer par rapport à la voix. Moi, depuis, j'ai un handicap vocal. Pendant toute mon enfance, j'ai eu à subir toutes ces contraintes physiques, on va dire, ce qui fait que j'ai cette voix-là. Et cette voix a forgé ton caractère aussi ? Et en fait, voilà, la voix a forgé mon caractère. Et surtout, en fait, l'entrepreneuriat m'a tout simplement donné une opportunité de me réaliser, de pouvoir écrire moi-même mon histoire et de tracer mon propre sillage. Super. On reviendra dans un petit instant sur ton parcours. Mais juste avant ça, comme chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Toi, Adoum, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, ça m'inspire Magellan. Ça m'inspire... Magellan, le navigateur ? Le navigateur qui a cherché une seconde route des Indes. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche une seconde route des Indes. Parce que la première n'est pas une solution. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui solutionne une situation. Et un entrepreneur, ou une entrepreneuse, ou une entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui mobilise ses ressources pour aller qui est attiré par l'appel du large et qui mobilise ses ressources pour aller vers un ailleurs inconnu. Parce que l'entrepreneur, en général, c'est plutôt la personne qui aime bien ouvrir la boîte pour savoir ce qui se passe dedans. Ouais, c'est celui qui va à l'aventure, un peu comme Magellan. Le deuxième mot ? Alors, le deuxième mot, je mettrai un navigateur. Oh, on reste dans le même champ lexical, d'accord ? Sinon, je peux résumer, je peux dire de lire Magellan de Stefan Zweig et comme ça, on a fini. Donc, on a fini. Ok, merci Adoum. À l'année prochaine. Non, tu vas pas t'en sortir comme ça, il en manque un troisième. Alors donc, le troisième entrepreneur, c'est pour moi quelqu'un qui est résiliente. C'est un mot qui est très important pour moi parce que, à titre personnel, mais à titre d'entreprise, la résilience, c'est vraiment la résilience qui a forgé mon caractère et qui a fait ma marque de fabrique. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne lâche pas et quoi qu'il se passe. Et la plupart des entrepreneurs que j'ai connus, je dirais vraiment la majorité, sont avant tout des personnes qui étaient résilientes et qui avaient des contraintes et par rapport à ces contraintes qu'on su les surmonter. C'est vrai que la résilience, donc du coup, si on explique un peu le terme, c'est vraiment capitaliser sur les difficultés qu'on va rencontrer dans son parcours pour en faire une force. Voilà, la résilience, alors là je ne vais pas me tromper, je laisserai les gens vérifier, mais c'est un mot qui a été popularisé par Boris Cyrulnik. Oui, c'est ça, tout à fait. Justement, la résilience, ça vient du métal, et ça j'aime bien cette idée. C'est comment justement il peut perdre sa forme sans casser. Et toi justement, dans ton parcours, qu'est-ce qui a été l'objet de résilience ? Tu nous as parlé de ton enfance quand tu étais plus petit, mais après, une fois que tu étais dans le monde du travail et que même de l'entrepreneuriat, quand tu t'es lancé ? Alors, l'objet de ma résilience, bon déjà, je voudrais dire que justement, on va commencer sur le réseau. Mon entrepreneuriat a commencé au lycée.
En fait, j'avais, comme on dit populairement, des grands frères qui avaient une compétence, des connaissances par rapport à l'Afrique. Où est-ce que tu as fait ton lycée? Donc le lycée, c'était Honoré de Balzac, porte de Clichy. Ok. Et en fait, voilà, j'avais plusieurs, donc comme on dit, grands frères qui m'avaient dit toi, t'es entrepreneur. Et à l'époque, je ne m'étais pas du tout posé la question. Mais en fait, j'étais celui qui créait la dynamique, j'avais une équipe de foot, je voulais faire une radio dans le lycée parce que je regardais seconde B. Ah oui, c'est pour les jeunes qui n'ont pas connu Seconde B, c'était une sitcom, une série qui se passait dans un lycée justement. C'était une sitcom et justement qui avant l'heure était très bien positionnée sur la diversité. Bah, qui reflétait la France comme elle était, comme elle l'est. Il y a 30 ans. Et donc, 30 ans déjà? Non. Non, je suis pas aussi vieille. Désolé, je crois que ça fait 30 ans. Oh merde. Les débuts. Donc du coup, ces grands frères, d'une certaine manière, m'ont dit, tu es entrepreneur. On a commencé sur des soirées. Et on avait un concept de soirée, donc au début, j'étais totalement sur leur démarche, et j'étais juste à côté d'eux. Et en fait, le concept de soirée qu'on avait, c'était un peu un prélude à Facebook. Parce qu'en fait, on faisait des soirées sur pré-vente. Donc, par exemple, toi... Donc, c'est comme ça que t'as mis le pied dans l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. Avec l'organisation de soirées, dans l'événementiel. Ça, exactement. Soirée, événementiel. Ça, ce que je veux dire, c'est vraiment la prise de confiance. Et commencer à savoir ce que c'est être une personne qui fait les choses. Et après, le virus t'a piqué, c'est ça? Le virus a piqué, parce que du coup, tu parlais de résilience. C'est la première fois où j'ai pu réaliser des choses et que c'était moi qui étais aux commandes. Voilà. D'accord, super. Mais merci pour cette introduction. On va passer au thème de l'émission, comme tu en parlais tout à l'heure. On parle de réseau. Et de l'importance de savoir s'entourer dans l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur, quand on débute ou même plus tard, même tout au long de sa carrière en fait. Et moi j'ai vu que tu étais très actif dans ton métier, dans ton secteur. Donc tu travailles dans l'industrie du cinéma. Je vois que tu accompagnes des étudiants qui sont en école de ciné. Tu participes régulièrement à des tables rondes et tu es passé également par différents réseaux. On peut en citer quelques-uns comme le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, l'incubateur Advansia. Et je voulais savoir d'où te vient cette culture réseau. Alors, la culture réseau vient d'Advansia. Une école d'entrepreneurs. L'école d'entrepreneurs. De la chambre de commerce, tout à fait. Et en fait, la chambre de commerce, comme ils sont totalement impliqués dans le monde de l'entreprise, ils nous donnent des éléments assez factuels, notamment sur l'importance du réseau. Donc d'entrée, c'est la première chose qu'on nous a dit, faire votre réseau, rencontrer des gens. L'importance du réseau, qu'est-ce que c'est le réseau? Qu'est-ce que c'est avoir un bon réseau? En fait, si vous voulez, imaginez-vous, vous êtes dans le désert. Même si vous êtes une star internationale, si vous connaissez personne, vous mourrez. Donc avoir un bon réseau, c'est de ne pas mourir. Et c'est de faire des alliances pour ne pas mourir. Donc faire des alliances pour ne pas mourir. Donc je suis assez concret pour les entrepreneurs. Avoir un réseau, c'est ne pas mourir. Parce que même si votre société fonctionne aujourd'hui, il y aura toujours un moment, parce qu'on parle des montagnes russes émotionnelles, notamment comme entrepreneur, il y aura toujours un moment où vous aurez une déconvenue. Et j'aimerais justement préciser... Et justement, excuse-moi de te couper, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, est-ce que tu t'es senti dans ce désert, dans cette solitude dont on entend souvent parler et que beaucoup d'entrepreneurs vivent? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu le courage d'entreprendre tout seul. D'accord. Tu as toujours été avec des associés. Voilà. Donc j'aimerais vraiment rendre hommage à tous mes associés, qui ont toujours été des gens avec qui j'ai pu avancer, on a complété nos compétences, et ils ont toujours apporté des visions, des compétences que je n'avais pas. Donc c'est vrai que j'ai pas cette connaissance d'entreprendre individuellement, ce que je trouve très courageux. Donc voilà, je peux pas trop parler sur ça, mais je l'aurais pas fait personnellement. Oui. Donc quand tu t'es lancé, tu t'es tout de suite entouré avec des entrepreneurs et tu as tout de suite fait partie du coup à Advansia. Comment ça s'est passé? On vous a parlé de du réseau et concrètement, comment ça s'est matérialisé? En fait, à Advansia, donc l'autre chose aussi, la formation. Moi, par exemple, quand je suis venu
Là, justement, à cette émission, j'ai toujours un casque sur les oreilles. Ouais. Et le casque, j'écoute pas de la musique. J'écoute un livre, j'écoute un documentaire, j'écoute toujours quelque chose qui est... En fait, depuis 5 ans... Mais c'est ça, tu intègres ça dans le réseau, la formation? Oui, justement, parce que je vais y arriver. Et en fait, ça, c'est important. Et à ce moment-là, je suis arrivé à Advancia. Pourquoi? Parce que je venais à la base pour une formation, justement, qui était un bachelor entrepreneuriat. Donc, je faisais un cours en contrôle continu, en formation continue, pardon. Et après, quand on a fini cette formation qui a duré 1 an, qu'on a été diplômé, on a dit aux personnes qui étaient dans la formation, maintenant qu'on est bien formé manager, pourquoi on ne créerait pas une entreprise? Au début, on était 4 et on s'est retrouvés à 2, donc avec une personne qui s'appelle Fabien. Et à partir de là, comment vous êtes connecté avec d'autres personnes? Par rapport aux autres personnes, comment on s'est connecté? En fait, comme tu disais, moi j'ai toujours eu la connexion à la base. C'est-à-dire que même avant d'entreprendre, j'étais le manager de mes amis. Voilà. Donc la communication, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, c'est ça? Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Et c'est vrai encore par rapport à cette notion du désert, avant de partir dans le désert, il faut pouvoir justement préparer son voyage. Et par rapport à ça, tout simplement, quand on prépare son voyage, c'est les gens qui nous accompagnent et savoir cartographier les personnes ressources et toutes les personnes qui pourront nous aider au fur et à mesure. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Justement, ça me fait songer au fait que toi, maintenant, depuis une dizaine d'années, maintenant, tu évolues dans l'industrie du cinéma. Et on sait que c'est un univers qui est réputé très fermé. Comment tu t'es créé ton réseau, sachant que tu venais d'un autre milieu, d'un autre secteur à la base? Je suis un peu étonné, mais moi je me vois comme un trappeur. Un trappeur. Voilà, après les navigateurs, voici le trappeur. Je me vois comme un trappeur, et un trappeur au Canada ou en Alaska, il n'a pas peur justement d'aller vers l'inconnu. Et moi, c'est justement ce qui m'intéresse. Et plus les murs sont hauts, plus tout est fermé, et plus ça m'intéresse. Et comment on grimpe ces murs? Alors, par rapport à ça, comment on grimpe, encore une fois, la connaissance, la formation. Moi, j'ai eu l'opportunité... Déjà, on a lancé un DVD qui s'appelait Rétima, qui était le premier DVD de la culture urbaine. Donc, c'était un pied déjà dans l'audiovisuel. Mais on peut faire ça sans connexion? En fait, ma question, c'est vraiment comment tu as les connexions, en fait. Comment tu intègres un secteur que tu ne connais pas? Alors, par rapport à ce secteur-là, justement, j'étais à la Pépinière de Montreuil. Oui. Il y a une productrice qui s'appelle Laurence Ascari, qui a gagné des prix, qui était vraiment... la personne très talentueuse. Moi, justement, dans la Pépinière de Montreuil, parce qu'une pépinière, c'est un réseau, donc dans la Pépinière de Montreuil, on se parlait les uns aux autres, on se soutenait, et en fait, à un moment donné, elle cherchait des associés. Et en fait, tout simplement, j'ai mis des billes dans sa société, et c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le cinéma. Donc, en fait, c'est une rencontre. Alors, j'aime pas trop dire le hasard, parce que pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, et toi, Johan, mais le hasard n'existe pas vraiment. Mais tu as su, en tout cas, saisir l'opportunité d'une rencontre, en fait. Alors là, je dirais plus que c'est l'opportunité qui m'a saisi. Parce que moi, j'étais dans l'ingénierie génie civil, j'avais rien demandé. Mais tu n'as rien refusé non plus. Et justement, c'est ce qui fait que je n'ai pas refusé. Et encore une fois, c'est le réseau. Laurence faisait partie de mon réseau à la Pépinière de Montreuil. Donc il y a un gage de confiance, c'est ça? En fait, c'est... Une connexion? Je sais vraiment pas mieux l'exprimer. On est des compagnons de route. Entreprendre, il faut d'abord vraiment partir de la base avant de parler de réseau. C'est quoi entreprendre? Entreprendre, on a l'impression que les premières personnes qui vont nous soutenir, c'est notre famille, c'est les amis, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est souvent des gens qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est vrai. Et c'est des gens qui, justement, nous voient comme nous on se voit. C'est ça la différence. Parce que souvent nos parents, c'est un peu au début, bon bah c'est bien, mais tu gagnes quand de l'argent et tout ça. Et donc Laurence, en fait, était dans le réseau Entreprendre aussi. Donc, un autre réseau, on était ensemble. Et on avait créé avec un autre groupe d'entrepreneurs un comité qu'on avait appelé le comité Vauban. Donc en fait, toujours ne pas rester seul en fait. Une rencontre et s'associer comme tu as l'habitude de faire. C'est toujours une rencontre. Et en fait, le comité Vauban, quand il s'est créé aussi par réaction.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une contrainte dans le développement de nos sociétés. Mhm. Et souvent, c'est là où les entrepreneurs s'associent. Encore une fois, quand vous êtes entrepreneur, n'imaginez pas, même si votre société, elle cartonne, vous avez beaucoup de succès et tout, parce que ça, je vous conseillerais de faire attention. C'est quand vous êtes totalement convaincu de votre succès, que rien ne peut vous arriver, la foudre arrive. Et la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à ce jour-là? Et le jour où la foudre vous tombe dessus, parce que l'entrepreneuriat, par définition, c'est maîtriser de façon raisonnable des risques. Donc les risques sont au quotidien qu'on est entrepreneur. Et voilà. Et donc effectivement, on a créé le comité Vauban pour pouvoir répondre à une contrainte par rapport aux appels d'offres. Oui. Voilà, on a fait. En fait, si vous voulez, c'est une forme de petit lobby qu'on a fait. Oui, c'est une réaction par rapport à une situation qui s'est donnée. Là, c'était une contrainte, mais ça aurait pu être une opportunité. En tout cas, la contrainte, vous l'avez transformée en opportunité. Johan, est-ce qu'on a déjà des premières questions? Oui, Pamela. Alors, on a déjà une réaction, effectivement, qui va nous amener à une question pour Adoum. Donc, c'est Julie de Paris qui nous écrit « J'ai du mal à aller vers les autres et je me rends compte en écoutant votre invité que c'est une erreur. Il faut faire des alliances. » C'est ce que tu disais, Adoum, tout à l'heure, surtout dans la période actuelle. Alors justement, ça me vient une question pour retranscrire. C'est Julie de Paris qui a visiblement du mal à aller vers les autres. Donc comment toi, tu fais? Tu es dans une pépinière, tu es dans différents réseaux. Comment tu fais pour aller vers les autres, pour avoir ce contact? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton caractère, de ta personnalité, tu dirais, ou que tu as travaillé? Une de mes hantises, c'était ma voix. C'est-à-dire que j'ai eu toujours un complexe. Et il y a quelques années, il y a 17 ans de ça, je n'aurais jamais pu parler à la radio parce que c'est vraiment mon premier complexe. Et ça, en fait, je l'ai surmonté. Donc, c'est normal qu'elle ait peur parce qu'à part pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais moi, je suis allé effectivement par rapport à la Chambre de commerce et à ce qu'on appelle le CCEN, c'est un club des créateurs d'entreprises nouvelles. Et la Chambre de commerce, les réseaux de la Chambre de commerce ou des chambres de commerce partout en France sont vraiment très très bienveillants, très efficaces. Et je dirais que c'est vraiment eux qui m'ont formé sur cette culture du réseau. Et en général, est-ce que tu sens que tu as exprimé un besoin ou tu aurais pu faire sans en fait? Parce que tu parles de ta voix, mais est-ce que tu t'es dit, je vais travailler justement sur ce handicap entre guillemets et pour en faire une force et pour pas rester sur une situation? Encore une fois, je dis, j'ai fait tout ça pour ne pas mourir. Ouais. Tout ce que j'ai fait pour ne pas mourir. La question qu'on est entrepreneur, c'est quels sont les avantages si on arrive à surmonter cette peur par rapport à Julie, notamment les avantages, c'est de développer son entreprise. Et en fait, sortir de sa zone de confort pour progresser. Le problème de Julie, comme beaucoup d'entrepreneurs en France, c'est qu'on vend un peu cette image d'entrepreneur qui d'emblée, comme c'était inné, réussit. Sauf que tous les entrepreneurs, même les plus connus, même ceux que vous voyez à la télé, ils ont eu des moments de doute, ils ont eu des problèmes. Regardez tout leur parcours, il n'y en a pas un seul qui n'a pas avancé. Et moi, j'aimerais juste dire, la différence, c'est quoi? C'est pas, je n'ai pas... Non, mais je t'écoute, c'est super intéressant, ouais, merci de le redire. J'en ai pas... L'élément qui souvent est associé en France, et je parle bien en France, c'est la notion de l'échec. Alors maintenant, il y a des conférences, rebondir face à l'échec et tout ça. Moi, je dis que c'est pas un échec, c'est une déconvenue. Donc là, je vais faire une petite promo pour le film de l'Ascension. Dont tu es le producteur exécutif. Je suis l'associé de la productrice. L'Ascension, à partir, imaginez-vous quelqu'un qui veut monter 8000 mètres, s'il s'arrête à 4000 mètres parce qu'il s'est tendu la cheville, pour moi, c'est un échec s'il fait demi-tour. C'est une déconvenue s'il pense et qu'il continue. Parce que juste atteindre 4000 mètres pour quelqu'un, déjà, la personne s'est élevée au-dessus de la moyenne. Cependant, en France, on tire sur la personne qui n'a pas atteint le sommet, alors que juste arriver à la moitié de l'Everest, ce n'est pas rien. Donc, je dis juste à Julie que c'est tout à fait normal qu'elle se rapproche des gens en chambre de commerce qui ont des services pour ça, et surtout qui sont extrêmement bienveillants et très sympa. Merci pour ce conseil. On prendrait pas une autre question? Oui, parce que justement, et je pense que ça rebondit bien sur la réponse que tu as fait, Adoum, à Julie, c'est Bertrand de Pessac, donc à côté de Bordeaux, qui dit justement comment choisir son réseau, développer son réseau professionnel, les réseaux d'affaires, où aller. Voilà, comment on choisit en fait, par rapport à sa profession, par rapport à son vécu. Comment tu procèdes? Je peux me permettre une troisième métaphore? Bah oui. Alors, on les adore, tes métaphores. Dédicace pour Pessac. En fait, moi, quand je choisis un réseau, en fait, c'est comme si vous voulez chercher de l'or.
Si vous cherchez de l'or, vous allez à l'endroit où il y a des filons d'or. Si vous voulez chercher du blé, vous allez à l'endroit où il y a du blé. Il faut baigner dans l'écosystème où il y a plus les personnes qui correspondent. En France, on est un pays de réseau. Bon, désolé Pamela. Pourquoi Pour ce que je veux dire, on est un pays de réseau. Un des premiers réseaux, c'est les francs-maçons. Ouais, Et la France, mais je n'ai pas de problème là-dessus. Je veux pas de problème. Et en fait, si vous voulez, là, je vous invite à regarder l'intervention de Napoléon Hill sur la notion du cerveau collectif. Et en fait, Oui, parce que il me semble que tu es en train de préparer une étude sur le cerveau collectif. Voilà, exactement. Donc, Qu'est-ce que tu appelles le cerveau collectif? alors, le cerveau collectif, si vous voulez, alors, j'insisterai tous les entrepreneurs, deuxième livre, à lire Sapiens. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas une chose. Ils ne comprennent pas qu'en fait, on est des homo sapiens. Qu'est-ce qui a fait que l'homo sapiens a pu s'imposer par rapport aux autres? C'est la collaboration. La collaboration. Et aujourd'hui, quand vous regardez les gens sont purement égoïstes. Ils sont purement individualistes. Et le problème, c'est que la vraie force, c'est la collaboration. Et le cerveau collectif, qui est donc aussi appelé l'égrégore, c'est la conjonction d'une vision commune et où plusieurs cerveaux s'associent pour trouver une solution. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui permet à une petite société d'avoir un impact assez important face à un gros groupe qui, du coup, est moins agile qu'une petite société sur cette partie-là. C'est très intéressant d'avoir mis le point sur le fait que le réseau peut nous aider à prendre de la force et à être agile et justement et à rebondir aussi dans des situations de crise. D'ailleurs, en cette situation de crise, comment as-tu fait vivre ton réseau? J'imagine que ça a dû être compliqué. Alors, je dirais non. Encore une fois, ma première métaphore, le désert. À partir du moment où vous êtes un homme du désert et que vous êtes habitué à vivre dans le désert, on était préparé pas à cette situation-là. Personne n'était préparé. Non, pas à cette situation, je ne parle pas de la situation, mais à pouvoir sur notre parcours avoir un obstacle, une contrainte majeure. Les personnes qui ont eu du mal, c'est les personnes qui ont fait leur chemin en pensant que la route était pavée et qu'il n'y aurait jamais aucun problème. Alors là, ça fait beaucoup de métaphores. Concrètement, comment toi tu as vécu la situation? Difficilement. Un de mes associés a perdu sa sœur première semaine, sa mère, son père la deuxième semaine, sa mère troisième semaine. Donc c'était dur. C'était au mois de mars. Une autre associée, tout ça, donc c'est vraiment très 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 dur. Mais pourtant, c'est à cette période-là que toi, j'imagine avec des associés, puisque je comprends, c'est ça, tu as lancé Ciné Cowork. Alors, on a pu lancer Ciné Cowork parce qu'on a eu aussi des partenaires. Le partenaire qui s'appelle Interstice, justement, la plateforme sur laquelle on a fait... Alors, on va juste expliquer qu'est-ce que c'est Ciné Cowork. Donc, c'est un nouveau projet que tu as lancé au sein de ta société qui permet justement de rassembler les gens de ton industrie. Alors, Ciné Cowork, effectivement, c'est une plateforme parce qu'en fait, quand il y a eu la contrainte du Covid, effectivement, c'est difficile, mais on a pu rebondir parce que on a mixé l'aspect professionnel et personnel et on s'est vraiment serré les coudes, à la fois en interne et en externe, les sociétés partenaires aussi. Ça, vous avez travaillé sur ça à quel moment en 2020 ? On a travaillé sur ça au fin mars-avril. D'accord. Fin mars-avril, on avait déjà la techno, mais on a très rapidement adapté la techno pour pas que ça ne serve qu'à nous, mais que ça serve au maximum de professionnels. D'accord. Et l'idée, c'est quoi? C'est que dans le cinéma, normalement, on rencontre des gens à des événements physiques, des festivals. Oui, parce que c'est comme ça que se passe le networking dans l'industrie du cinéma. Alors, il y a les avant-premières, les festivals, comme tu le dis. Enfin, vous êtes toujours Enfin, ça fait partie de votre travail. C'est le métier du cinéma, c'est le réseau perpétuel. Après, je vais juste parler d'une chose. Il y a un mot qu'il faut que vous reteniez qui s'appelle filter bubble. Et en fait, c'est ça un peu l'absurdité dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est des réseaux, mais en fait de gens qui ne partagent pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de nous, et ça c'est par rapport au GAFA, on est dans ce qu'on appelle des filter bubble, et qui sont en fait des réseaux, des poches de connaissances qui sont filtrés par rapport à ce nous on accepte, qui s'appelle des biais de confirmation. Et donc du coup... Ah oui, donc ça reste, c'est très clanique en fait, c'est des clans en vrai. Ça, donc on est avec beaucoup de personnes, mais ça se mélange pas vraiment. Comme toutes les personnes s'auto-valident, donc du coup ça se mélange pas, et surtout... Il n'y a pas de sang frais, c'est
c'est ça, enfin. Il n'y a pas sans frais, mais il n'y a pas d'idées nouvelles. Ouais. Tu fais justement du mixage de différentes visions. Donc voilà, donc on a fait Ciné-Cowork, et donc la plateforme. Donc Ciné-Cowork, c'est aussi une réponse à ça pour apporter du sang neuf Ciné-Cowork, et des idées nouvelles. C'est un outil et qui permet en fait de collaborer et qui permet justement que soit en confinement ou pas, continuer à son activité en fait. Oui, mais le cinéma, c'était mort, entre guillemets. Enfin, les salles étaient fermées. Enfin, ça a été ouvert, fermé, mais ouvert très tard, en mai, en juin même. Donc, Alors, le cinéma, oui, mais justement cet été, il y a beaucoup de sociétés dans le cinéma qui ont bien travaillé. Ok. Pourquoi ? Parce que les films qui étaient financés avant le Covid, il fallait quand même les finir. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui ont énormément travaillé. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont les plus touchées, la plus grande injustice, c'est par rapport aux intermittents. Pourquoi ? Parce que les intermittents, c'est un peu comme des intérimaires, on va dire comme ça, qui travaillent en fonction des projets. Et là, le problème, c'est quoi ? C'est que comme il y a des films qui sont financés par des distributeurs, et comme le distributeur, il s'appuie sur le nombre de sorties en salle, bah, du coup, sur les années qui vont venir, il y aura moins de films qui vont être accompagnés par des distributeurs. Et ça, c'est le problème pour les producteurs. Parce qu'un producteur dans le cinéma est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Et s'il n'a pas cet accompagnement-là, c'est un peu compliqué. En fait, Ciné-Cowork, qu'est-ce que ça a apporté ? Et quelque chose qu'on n'attendait pas, ça a apporté du réseau au-delà de la France. Parce qu'en fait, une plateforme, elle n'a pas de frontières. Donc on a eu des professionnels du cinéma qui nous appelaient à l'étranger. Or, à l'étranger, il y a des pays où il n'y a pas de contraintes. Et par rapport à ce que tu avais dit quand tu disais que le cinéma était mort... Non, je dis que c'était compliqué pendant le Covid. Oui, ok, je vous dis. Tous ceux qui disent ça, quand ils rentrent chez eux, ils allument la télé. Et ils regardent Netflix. Ils regardent Netflix, ils regardent BFM, ils regardent tout ce que vous voyez à la télé, les émissions. C'est produit par des professionnels derrière. De l'audiovisuel. Oui, parce que Ciné-Cowork, c'est pas que le cinéma, c'est les professionnels de l'événementiel, les professionnels de l'audiovisuel au sens large. Et donc, tout ça est réuni sous cette plateforme, sur cette plateforme. Voilà, cette plateforme, elle permet effectivement de travailler et de façon plus fluide. Mon petit objectif, même pas caché, c'est que justement, ça permet de fonctionner, comme on dit, sur un modèle de l'open innovation. De l'open innovation ? Open innovation. Ok. L'open innovation, qui est l'innovation ouverte, c'est en fait, on part du principe qu'il n'y a pas un super cerveau qui s'appelle Zuckerberg ou autre, qui a trouvé la super trouvaille. Aujourd'hui, la puissance justement d'une découverte, c'est que si on fait partager plein de gens sur un sujet, la réponse sera toujours plus efficace. Donc, toujours cette idée d'intelligence collective. Toujours. De toute façon, les gens qui ne sont pas préparés, l'IA est en train de nous emmener à ça. Donc, Et là, ça fait déjà 10 mois que Ciné-Cowork existe et vous avez déjà plus de 8000 inscrits ? Alors, ça fait 10 mois, on a 8000 inscrits. Par rapport aux inscrits, c'est des personnes qui peuvent soit travailler avec les autres ciné-coworkers, soit y créer un espace pour eux-mêmes. Et sur cette communauté, l'idée, c'est que justement, on puisse mettre en place des projets Figito, donc des rencontres à la fois physique et digitale. Et surtout, devenir aussi une forme de groupement d'achat. Parce qu'un producteur, même si il gère des centaines de millions d'euros, la puissance d'achat de Ciné-Cowork ne pourra pas être égalée. Ce qui permettra de faire économie d'échelle pour l'ensemble de la filière et qui va permettre d'avoir un impact certain sur le coût de production des films. Et comment tu animes ce réseau ? Donc en fait, le point fort, c'est qu'on a mis le meilleur outil. Comme je t'avais dit, je suis entrepreneur, je suis prêt à ce qu'on compare. Mais la difficulté, c'est qu'on doit embaucher une équipe pour animer. Il nous faut une équipe de 5 personnes. Donc là, on est en train de lever de l'argent pour pouvoir embaucher cette équipe. D'accord. Donc je dirais qu'aujourd'hui, sur toute la partie animation de communauté, c'est pas du tout notre point fort. Mais notre promesse, parce qu'on nous a demandé si je viens sur Ciné-Cowork, qu'est-ce que je rencontre. Oui, qu'est-ce que ça, oui, voilà. Et moi, je dis, tu rencontres des gens si tu cherches à les rencontrer. Voilà. Moi, je suis pas la personne qui suis là. Je suis Ciné-Coworker comme les autres. Et pour ta question sur le cerveau collectif, l'idée pour que ça fonctionne, il faut justement éteindre les égos individuels pour pas qu'on parle du super projet mis en place par Adoum ou par telle personne et tout ça. C'est quelque chose qui se veut collégial parce que l'impact et l'intérêt, il est pour tout le monde. Donc,
Johan, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a justement, et ça va nous mener aussi sur la confiance envers le réseau, envers son réseau. D'Alice qui habite à Goussainville. Je suis membre du réseau Entreprendre. Je travaille sur une nouvelle offre qui sera lancée en février ou mars. Faut-il que j'en parle auprès de mon réseau ou faut-il que je reste discrète? Quelle attitude, que conseilles-tu comme attitude dans un réseau? Quelles sont tes règles d'or pour un bon networking? Faire confiance ou pas, oui. Alors là c'est vraiment une question compliquée. Et je te dirais, Alice, que c'est vraiment une question de feeling. Il y a des personnes à qui on peut en parler. Parce qu'en fait, si on n'en parle pas, on va passer à côté justement d'une personne qui aurait pu apporter une solution. Oui, parce que parler de son projet permet aussi de recevoir du feedback. Moi, à chaque fois que j'ai avancé, et c'est pour ça que je rends hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière, à chaque fois, il y a une personne qui m'a aidé. Jamais tout seul. Et c'est parce que je veux parler. Voilà, exactement. Parce qu'il y a une bienveillance à vouloir nous permettre d'avancer. Mais est-ce qu'il faut attendre que le projet soit prêt ou est-ce qu'on peut commencer à pitcher? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est d'être offensif. Ça veut dire qu'il faut faire toutes les démarches pour protéger le projet auprès de l'INPI, mettre en enveloppe solo. Pour protéger, donc, du coup, l'INPI, c'est la propriété intellectuelle, non? Pardon, l'INPI, oui, c'est pour tout ce qui est propriété intellectuelle, des logos et des projets. Mais ce que je dirais... Parce qu'une idée ne se protège pas. Enfin, après, il y a des concepts, mais... On dirait que ça coûte cher. Et voilà. Et moi, ce que je conseillerais à Alice, c'est de lire le livre troisième livre, quatrième. Livre de Eric Rias qui s'appelle Le Lean Startup. On en parlait avec Ismaël Nzetoum il y a quelques semaines. Comme je t'ai dit, Ismaël Nzetoum fait partie de ceux que j'ai beaucoup admirés. Et ça ne m'étonne pas. Et le Lean Startup, ça permet d'être agile. Et ça veut dire que si Alice, elle en parle, et que juste derrière, elle doit changer de braquet, elle peut le faire assez rapidement. Oui. Et ce que moi, je le conseillerais, ce que je conseille à tout le monde, c'est de donner le cap, la direction. Donc, encore une fois, dans le désert, dire je pars à Barcelone, par exemple, mais ne pas dire ce qui va se passer sur la route. Voilà. Je pense que c'est la meilleure stratégie, parce que les gens aiment bien qu'on donne des caps. Et si on ne donne pas la recette, voilà, si elle dit je veux faire un pot-au-feu, mais elle ne donne pas sa recette de sa grand-mère, il n'y a pas trop de problèmes. Une autre question peut-être? Oui, alors on a une question de Karim de Sartrouville. Alors Karim qui s'interroge en fait jusqu'où peut aller le réseau. Il écrit, donc je suis graphiste, est-ce que je peux trouver tous mes clients par les réseaux uniquement sans autre démarche commerciale? Donc sous-entendu la prospection téléphonique, voilà. Donc est-ce que tu penses que les réseaux peuvent suffire? Non, les réseaux ne suffisent pas, il faut vraiment faire un mix. Et là, par rapport à la prospection commerciale, je conseille d'être sur des sites comme Agenco ou autres qui permettent justement de faire venir... Parce que tu as aussi fait du commercial dans ta vie précédente, voilà. Dans l'une de tes vies précédentes. J'ai aussi fait du commercial, donc j'ai fait partie d'un réseau qui s'appelle... Mais on peut utiliser... Excuse-moi, tu as fait partie du réseau qui faisait... qui s'appelait les DCF, les Dirigeants Commerciaux de France. Oui. Et c'est le plus gros réseau, il existe depuis 1930. Il réunit 2500 directeurs commerciaux et de pouvoir justement être avec des personnes qui sont des gros directeurs commerciaux et de pouvoir m'appuyer sur le... Mais je peux utiliser mon réseau pour prospecter? Oui, mais c'est pas ce qui est le plus efficace en fait. D'accord. Parce qu'en fait, encore une fois, ce qui paraît le plus évident n'est pas le plus évident. Parce que le réseau, faites l'essai, demandez à vos proches s'ils sont prêts à vous acheter vos services. Vous allez voir que ça va commencer à bégayer. Parce qu'en fait, un service ou un produit qu'on vend, c'est pas à quelqu'un parce que il va vous donner la pièce, c'est à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est pas forcément votre réseau personnel. D'accord, donc il faut ne pas hésiter à aller au-delà du réseau, en tout cas pour développer son activité commerciale. Alors, ce qui est important pour tout ce qui est graphiste, c'est et toutes les compétences, moi je pense qu'il faut pouvoir être sur LinkedIn et tous ces réseaux-là pour aussi faire son brand, son branding. Son personal branding. Personal branding, merci. Sa marque personnelle, développer sa marque personnelle. Et ça, les gens vont voir qu'on a une pratique, une recette, une méthode de le faire. Et c'est ce qui va faire que les gens vont s'intéresser pour collaborer avec nous. D'accord, très intéressant. Et j'ai une question aussi de Paul de Lyon. Alors Paul qui nous parle vraiment finalement des réseaux d'affaires. Donc là en l'occurrence c'est le BNI. Je suis architecte, je suis allé 3 fois au BNI, je n'ai pas eu de recommandation. Est-ce que ça marche vraiment ce type de réseau? Alors le BNI, est-ce que tu
qu'on peut expliquer ce que c'est ? En fait, Business Network International, donc c'est un réseau. Voilà, c'est un réseau d'entrepreneurs, pas forcément que des entrepreneurs, mais majoritairement des entrepreneurs qui viennent pour faire des affaires, se faire des recommandations les uns aux autres. Donc, ils se réunissent généralement toutes les semaines, le matin, à l'heure du petit déjeuner. Est-ce que toi, tu en as fréquenté ? Est-ce que je peux donner une réponse pas politique ? Oui. Bien sûr, volontiers, on veut tout savoir. Pour moi, personnellement, ça ne sert à rien. Pardon ? Je dis Qu'est-ce qui ne sert à rien ? Pour moi, personnellement, ça ne me sert pas. Qu'est-ce qui ne sert pas ? Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je fonctionne en marketing de réseau. Et le marketing de réseau, on est entrepreneur, on est très fatigué, on travaille 10 heures par jour. Et à un moment donné, quand je vais dans ces réseaux, je vais voir des personnes que j'apprécie. Et ces personnes, parce qu'elles m'apprécient, qu'elles me donnent des opportunités. Mais dès qu'il y a un réseau où il y a des contraintes et où les gens doivent se recommander les uns les autres, ça devient un travail et c'est quelque chose qui, on va dire, qui est plus contraignant. Peut-être que dans d'autres types d'activités, ça fonctionne. Je serais intéressé pour apprendre. Mais moi, je fonctionne vraiment au marketing de réseau. Et avant tout, quand je vais réseauter, je mange bien, j'ai mon petit verre, je passe des bons moments. Non, mais ça, c'est le luxe du cinéma, là. Là, tu nous sors le festival de Cannes, ta petite coupe de champagne. Est-ce que c'est ça, en fait, réseauter ? C'est sympa. Alors ça, c'est vraiment la vision. Ça, moi, je suis allé une fois à Cannes, mais moi, c'est pas mon quotidien. Moi, mon quotidien, c'est avec les faiseurs, des gens qui sont réellement sur le terrain. Et là, moi, je parle avant le cinéma. Les DCF, chaque mois, il y a un super gueuleton, on va dire comme ça. Et avant tout, on est super content parce qu'on va bien manger. On est en France quand même. On va se voir. C'est important. On est content de se revoir. C'est vraiment une question de notion de plaisir. Et le plaisir génère un résultat. Mais quand on vient comme si on était prêt à harponner quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Parce qu'un entrepreneur qui vient, il n'a pas envie de se faire harponner. Il a juste envie d'interagir avec quelqu'un ou quelqu'une d'intéressant. Et c'est comme ça. En fait, donc en fait, quand on network, quand on réseaute, il faut pas venir avec une demande. Enfin, il faut pas. Il faut être un peu plus subtil que ça. Alors là, la cinquième métaphore. Est-ce que justement quand vous étiez à l'école, souvenez-vous, allez, pas il y a 30 ans, mais les amoureux et tout. Est-ce qu'on était lourdingues ? Oui. Il y a des dossiers, Donc il y avait des harponneuses et tout. Mais voilà, non, mais c'est une question, voilà, Oui, il faut se séduire, c'est ça que tu veux dire. Il faut se séduire, et en fait, c'est pas différent de ça. C'est vraiment à un moment donné, il faut laisser le libre arbitre à tout le monde. Il ne faut pas que la personne en face, elle ait l'impression... Je ne suis pas du conseil matrimonial. Non, mais en fait, il faut vraiment que les deux structures, les deux entrepreneurs s'apprécient d'abord humainement. Et quand il y a ça, premièrement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace, parce qu'on n'attend rien, donc il n'y a que des bonnes surprises. Et deuxième chose, c'est qu'il y a des relations qui durent pendant très très longtemps, parce qu'on n'est pas à s'attendre sur un intérêt factuel. À travers ton expérience, Adoum, on a vu que le réseau permettait de sortir du coup de cette solitude de l'entrepreneur en faisant preuve de proactivité, en allant vers les autres. Le réseau permet aussi de saisir de nouvelles opportunités, en tout cas de potentialiser les contraintes pour les transformer en opportunités. Et également, c'est l'opportunité de se connecter avec les bonnes personnes autour d'un bon repas. C'est ça que c'est exactement ça. Mais la crise sanitaire nous a fait découvrir de nouvelles façons de travailler et également de networker. On l'a vu notamment avec ta plateforme Cineco Work. Je l'ai bien dit, Cineco Work, c'est ça. Johan, il me semble que tu as d'autres bons plans à nous partager cette semaine pour continuer à réseauter à l'heure de la distanciation sociale. Effectivement, Pamela, et comme le dit Adoum depuis plus de 40 minutes maintenant, il est important de progresser, de travailler collectivement ensemble. Et la période actuelle suscite pas mal de questions auprès des entrepreneurs. Comment continuer à animer son réseau ? Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux d'affaires aussi, dont Adoum n'est pas fan, mais peu importe, il y a d'autres. on fait le maximum, se sont adaptés pour proposer rapidement des événements 100% en ligne et vraiment avec une réaction très très rapide, parce que le confinement a eu lieu en mars, ça s'est fait en 2 ou 3 semaines. Des réseaux comme Optim Réseau, comme les événements aussi proposés par le BPI, comme Action L. Et en fait, tout ça, ils ont pu le faire grâce
aux plateformes et aux fonctionnalités proposées par les plateformes qui permettent de garder en fait ce côté professionnel et ludique. Alors je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Eh ben en fait, typiquement, par exemple, si je prends l'exemple du BNI, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ou le BNI, ou le BNI, si on veut le dire. Exactement, ce qui est mon cas normalement, mais j'essaie de faire l'effort en fait. Hein. Ce qu'ils ont fait simplement, c'est qu'ils se sont très vite intégrés dans Zoom. Donc la personne qui présente son activité, puisque c'est le concept du BNI, à ce moment-là apparaît directement sur l'écran. Dès qu'il y a une personne qui parle, boum, c'est sa photo qu'on voit, c'est sa personne. Et il est possible aussi de chatter avec les différentes personnes, les invités, de créer des salles virtuelles. Donc en fait finalement, toutes ces personnes ont découvert qu'il y avait des outils et des fonctionnalités qui permettent de faire vivre. Alors, pas faire vivre totalement en conditions réelles parce que c'est pas possible, mais en tout cas d'avoir toujours quelque chose de professionnel et ludique à proposer. Et pour garder le lien, du coup. Exactement. On connaissait les apéros Zoom. Oui, donc, voilà, c'est vrai. Alors il y a des entrepreneurs et ils ont raison qui se sont inquiétés en disant oui, mais on perd aussi ce côté informel. Le côté informel, c'est avant un événement, on se salue, on boit le café ensemble. Après l'événement, on débriefe, on parle, on rigole une dernière fois avant de partir. Et en fait, pour ça, bon, ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire preuve aussi un peu de créativité sur le sujet. Par exemple, quand on se connecte à une session Zoom qui a une quinzaine de personnes, on salue tout le monde, on montre sa bonne humeur, on demande comment il va, etc. pour créer vraiment, continuer à créer le lien, toujours travailler le réseau. Il ne faut pas rester caché derrière son écran sans rien dire. Et il y en a qui se sont amusés, c'est assez marrant, pour apporter beaucoup de convivialité, à mettre les écrans derrière de la plage ou à changer en cours de route, passer à la montagne ou dans des soirées, etc. Donc, pour créer quelque chose d'un peu humoristique ou de mettre des fonds sonores. Donc voilà, donc ce sont des manières aussi de remplacer le côté informel par quelque chose d'un peu convivial. Et tu as participé à des événements comme ça, toi, pendant les confinements? En fait, quand on a parlé, finalement, j'ai participé à une affaire. Oui. Il y en a un qui s'appelle Tourisme Online. Et pour notre agence de voyage, on a participé et on a rencontré des gens factuels. Et concrètement, ça nous a fait avancer. Et du coup, dans ce genre d'événement, comment tu te connectes aux gens? Enfin, c'est peut-être. Est-ce que tu as senti ça aussi agréable que du networking physique? Je vais pas réinsister. Mais... On va pas mentir. Ouais. Non, au-delà du fait que ce soit un réseau. C'est pas ça, mais être devant un plat dans des conditions. Tout ça, c'est pas quelque chose qui se remplace, mais on s'adapte à la contrainte, c'est sûr. Ouais. Alors, je pense néanmoins que ce type d'événement aussi 100% en ligne, ça sera amené, à mon avis, après Covid, à perdurer, et notamment parce qu'elle peut susciter aussi des opportunités. Déjà, c'est que quand on va dans un événement sur Paris, on voit les personnes qui sont à Paris et qui sont ensemble, et c'est vraiment plus agréable. Tu as raison de dire, dans les dîners ou les déjeuners, c'est quand même beaucoup plus agréable. Oui. Mais en revanche, les réseaux en ligne, on peut toucher des personnes qui sont à des centaines de kilomètres de chez nous, dans le sud, en Bretagne, voire au-delà des frontières. Donc, créer des partenariats aussi, des collaborations, trouver des prospects beaucoup plus loin. Donc ça peut être une source aussi d'opportunités. Et pour le Ciné-Cowork, j'ai du mal. Ciné-Cowork, tu as prévu, enfin, dans la stratégie d'évolution, est-ce que ce sont des choses on a prévu des lieux physiques justement pour apporter une réalité justement dans les rencontres. Et effectivement, on a surtout prévu d'apporter des solutions commerciales. C'est-à-dire faire venir des acheteurs, faire venir des partenaires qui permettent tout simplement de faire gagner du temps à l'entrepreneur, en fait, au producteur. C'est super intéressant de discuter de réseau et de voir ta vision de la chose, de la problématique. À quoi ressemblerait, toi, ton réseau idéal ? Qu'est-ce que pour toi fait que ce réseau-là, puisqu'on a vu qu'il y avait autant de réseaux que de personnes et que donc du coup, quel que soit notre secteur d'activité, on pourra trouver le réseau qui nous correspond et c'est ce qu'il faut faire par rapport à, et tu le disais tout à l'heure, avoir des pairs, un réseau de gens qui nous ressemblent et affinitaires. Au-delà de ça, c'est quoi le réseau idéal pour toi ? Le réseau idéal pour moi, c'est vraiment... le réseau dans lequel il y a des personnes qui
comprendre cet intérêt de la collaboration. Collaboration. Parce qu'en fait, Pas forcément business, alors. pas forcément business, parce que moi je vous dis, j'ai mon réseau idéal aujourd'hui. Régine, Gérard, les personnes avec qui je travaille, on développe une société ensemble, mais ce sont des personnes avec qui on partage beaucoup plus que ça. Donc du coup, on est là dans les moments durs, on se soutient dans tous ces moments-là. Et ça, c'est ce qui fait que, parce que quand on a un réseau par opportunité, dès que ça commence à sentir le sapin, on est Noël, donc dès qu'on commence à sentir le sapin, les personnes partent. C'est ça les réseaux, les agrégations de réseaux d'intérêt. Et moi, je mise beaucoup plus sur les personnes, patience. Donc il faut aussi une connexion de valeurs. Pour moi, c'est fondamental. Ça veut dire que justement, moi, dans mon réseau, la personne, elle peut être multimilliardaire. Si juste, il ne partage pas les valeurs, moi, je ne bosse pas avec elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une source à surprise potentielle. Et j'aime pas les surprises. J'ai appris avec le temps à ne pas aimer les surprises. Ok. Et est-ce qu'on peut rencontrer un mentor justement grâce à ce type de réseau ? Est-ce que toi, est-ce que déjà tu as un mentor et comment tu l'as rencontré, ton mentor ? Alors, moi, j'aime pas trop la notion du mentor. Pourquoi ? Parce que la notion du mentor, c'est un peu l'image de la personne qui va envoyer la science. Et c'est descendant. Moi, souvent, ceux avec qui je travaille connaissent ça. Moi, j'aime bien la notion des padawans et des maîtres Jedi. Parce que le maître Jedi, sa première démarche, c'est de faire venir son padawan, un futur Jedi, même peut-être plus fort que lui. Tandis que le mentor, il met un nivellement qui, moi, me dérange dans l'idée. Mais sinon, dans le fond, c'est à peu près la même chose. Et où est-ce qu'on rencontre son maître Jedi ? Les mentors, en fait, c'est des personnes qu'on rencontre sur son chemin. On a toujours, encore une fois, des personnes qui sont extrêmement bienveillantes et qui sont admiratives ou qui juste s'apprécient et qui cherchent à apporter leur contribution juste pour pouvoir aider. On est dans le désert, c'est la personne que vous allez rencontrer juste pour vous alléger votre poids. Mais est-ce que tu conseilles de contacter directement son mentor ou d'attendre que la route fasse qu'on se croise ? C'est compliqué. Moi, je conseille surtout de créer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les opportunités. Il faut vraiment créer les conditions pour que tout ça vienne. Mais il ne faut pas aller chercher, parce que la personne, elle va venir au fur et à mesure. Il faut créer son opportunité. Tu parlais tout à l'heure du hasard. Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a des gens qui attendent avec leur planche de surf. Moi, je crée la vague. Ça, aujourd'hui, c'est ma compétence. Je suis un créateur de vagues professionnel. C'est-à-dire que je n'attends pas que la vague vienne. Je la crée parce que je me dis qu'elle peut ne pas arriver. Ok. Et quand on est plusieurs, on fait la vague ensemble. Ouais, et elle est encore plus haute et encore meilleure à surfer. Clairement. Alors Pamela, j'ai une question de Nikita de Saint-Cloud. Ouais. Oui. En fait, on en vient sur plus la présentation de soi finalement et comment on crée aussi cette confiance. J'ai l'impression que les gens décrochent vite lorsque je parle de mon activité dans les événements. Ça me décourage. Ouais. C'est ce que je disais. Elle aurait beaucoup plus intérêt à parler d'elle que parler de son projet. Parler d'elle, mais on n'est pas... Donc, écouter la vie des gens. Alors attendez, on va faire... c'est la 6e ou 8e métaphore. La poule, l'œuf et la poule. Ah, mais ça, c'est la grande question. On a peu de temps pour répondre à cette question, ça va être compliqué là. Je vais aller très vite. On parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout porté par un entrepreneur. Donc, ce qui intéresse les gens, c'est qu'elle parle d'elle, parce que c'est elle qui porte le projet, plutôt que parler de sa création, son œuf, qui est son entreprise. Mais les gens n'ont pas le temps. Enfin, on a très peu de temps pour connecter avec quelqu'un. Les gens n'aiment pas se faire harponner. Là, tu es dans la démarche de harponnage. Les gens, ils sont là pour être tranquilles. Ils n'ont pas envie qu'on leur pitch. Pourquoi ? N'oubliez pas, en face, tout le monde est expert du sabre laser. Donc, en fait, quand vous commencez à déplier vos petites pitches et tout, ça saoule parce que directement, la personne, elle se dit, il commence à me vendre ma sauce. Mais par contre, si on parle qu'on aime le surf ou qu'on aime bien faire des câlins à des arbres et tout, c'est quelque chose. Non mais c'est pas une blague. C'est quelque chose, c'est assez impressionnant. Donc c'est ta technique, faire des câlins à des arbres. J'avoue. Et donc en fait, c'est des choses qui vont créer
une jonction avec la personne improbable. La personne, elle a peut-être un terrain qui est en dehors de l'entrepreneuriat, qui est commun, et ça crée un pont. Donc ne pas avoir peur de se montrer humain. Voilà. Et quelle a été ta meilleure expérience, je sais que ça peut être difficile de trouver, mais ta meilleure expérience de networking, où tu t'es dit, ah ça c'est bon, ça va donner quelque chose. Moi, j'aimerais vraiment insister sur Advansia parce que c'est Advansia qui a posé le germe. Et après, j'ai su exploiter l'arbuste et le développer moi-même. Mais c'est vraiment la chambre de commerce. S'il y a un conseil que je donne à tout le monde, rapprochez-vous de votre chambre de commerce. Il y a toujours une personne en charge des réseaux. Et cette personne-là est une personne qui est avant tout très, très bienveillante. Et pour moi, c'est vraiment l'étape numéro 1, même si on fait notre réseau. Et il ne faut pas oublier qu'on a tous un réseau, même si on ne connaît pas Emmanuel Macron, on a tous un réseau, on a tous des collègues, on a tous une vie antérieure, et ne pas avoir peur d'être humain et de se connecter. Et si on se sent vraiment démuni, ne pas avoir peur d'aller frapper aux bonnes portes, aux écoles, aux réseaux existants. Tu disais, Johan, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais on en a parlé ensemble, qu'il y a plus de 10 000 réseaux en France. Oui, plus de 10 000 réseaux d'entrepreneurs en France et 25% des entrepreneurs qui les fréquentent. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment de la marge. Il faut y aller et pas rester isolé, justement. Donc, il y a la place des réseaux, non ? Il y a le site La Place. Oui, il y a le site La Place des réseaux qui référence les réseaux. Donc, il y a forcément un réseau qui vous correspond. On arrive presque au terme de l'émission. Tu nous as donné beaucoup de conseils et beaucoup de lectures à faire, donc c'est génial. Merci beaucoup, Adoum. Je voulais juste savoir où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de ta société, donc de Cinestaff et de Ciné Cowork, et quels sont tes projets pour 2021 ? Alors, sur mes actualités, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Frédéric les gère très bien et on répond systématiquement aux personnes. Donc, on vous trouve à Ciné Cowork et Cinestaff. Ciné Cowork, Cinestaff et Ciné Travel, l'agence de voyage. Sinon, sur LinkedIn, c'est vraiment le réseau que je privilégie et que je conseille. Et sinon, pour 2021, donc c'est développer Ciné Cowork, vraiment s'imposer sur cette partie-là. On a un projet avec Ina Signature qui permet de signer les vidéos, j'en ai pas parlé, tout ça. Et surtout, avec Cinestaff, c'est ça ? Voilà, avec Cinestaff. Et comme je t'en avais parlé par rapport au podcast qu'on avait fait avec Albert. Oui, parce que tu fais aussi des podcasts. En fait... En tout cas, tu vas les reprendre, c'est ça ? En fait, voilà, c'est les reprendre. Et voilà quoi, mais c'est vraiment ces projets-là. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la partie avec les plus jeunes pour pouvoir transmettre des bons conseils et partager des mauvaises expériences et des erreurs que j'ai faites. Parce que je trouve qu'en France, on donne pas assez de retour sur les choses qu'il ne faut pas faire aussi. En tout cas, de ce que tu nous as dit, tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, pour développer ton réseau, je ne sais pas si c'est un sans faute, mais en tout cas, beaucoup de bons points. Voilà, beaucoup de bons points, beaucoup de mauvais points. Ce qu'on voit, heureusement, c'est plus les bons points. Et je veux aussi dire que par rapport au réseau, tu parlais de Macron, ne visez pas à la personne qui a le plus grand nom. Parce que si tu voulais t'adresser à Macron, tu lui parlerais pas, tu parlerais à son service. Donc pour moi, Macron, c'est pas un réseau. C'est pas une target à avoir. Voilà. Si vous voulez vous adresser au PDG d'une multinationale, pour moi, c'est pas un réseau. Et surtout, ne sous-estimez pas les petites personnes dans les petites sociétés, parce que c'est pas parce que leurs sociétés sont petites que leur réseau, les personnes à côté d'elles, ne sont pas des dirigeants de grosses sociétés. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment, si je peux résumer, être opportuniste par rapport à comment la marée, comment le vent peut souffler, et être à l'écoute. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner, parce que vous constaterez que dans ce moment-là, il y a des choses qui sont favorables, qui viennent naturellement. Être à la fois navigateur et trappeur. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Adoum. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par LinkedIn, donc le réseau favori des entrepreneurs, ou via Instagram également. Alors, soit à Mzel Pamela ou Pamela Yanga sur le LinkedIn. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker, et même encore mieux,
à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.